Le manoir des Delacroix trônait, imposant et chargé d'histoire, au sommet d'une colline surplombant la petite ville de Saint-Rémy. Il était la fierté de la famille depuis des générations, chaque pierre de ses murs semblant murmurer des récits d'antan. Mais ce soir-là, ce n'était pas le vent qui chuchotait à travers les corridors, mais des cris, des paroles dures, pleines de colère et d'accusation. « Tu n'as plus ta place ici !» hurla Julien, le fils unique des Delacroix, sa voix résonnant contre les murs de pierre froide. Face à lui, son père, Auguste Delacroix, un homme autrefois robuste et plein d'assurance, paraissait maintenant un vieillard brisé. Ses traits tirés par la maladie, ses mains tremblantes cherchant un appui qu'on refusait de lui donner. Son regard était une imploration silencieuse, un appel à la raison. « Julien, mon fils » murmura-t-il d'une voix rauque. « Ceci est ma maison. » Mais Julien, animé par une rancune profonde, secoua la tête avec mépris. « Ta maison ? Non, ce n'est plus la tienne depuis longtemps. Tu n'es plus qu'un fardeau, un malade dont les délires coûtent plus que je ne suis prêt à payer. » Auguste eut un hoquet de stupeur. Il tenta de s'approcher de son fils, une main tremblante tendue vers lui, mais Julien recula avec dégoût. « Sors, maintenant. » Le silence qui suivit fut aussi lourd qu'un tombeau. Puis, lentement, le vieil homme se détourna. Sans un mot, il quitta la demeure qu'il avait vue naître, traînant derrière lui une ombre que personne ne voulait voir. Ce que Julien ignorait encore, c'est que cette nuit-là, en chassant son père, il ouvrait une porte qu'il regretterait à jamais d'avoir franchie. Le départ d'Auguste Delacroix aurait dû être un soulagement pour Julien. Après tout, il s'était débarrassé d'un poids qu'il traînait depuis trop longtemps. Mais à peine son père avait-il franchi la porte du manoir que quelque chose d'indéfinissable s'était installé dans l'air. Une présence, une sensation, comme si les murs eux-mêmes avaient retenu leur souffle, conscients d'une rupture irréparable. Les premiers jours, Julien ne s'en inquiéta pas. Il se convainquit que la culpabilité, cet écho lancinant au fond de son esprit, finirait par s'effacer. Il était maintenant le maître incontesté de la demeure familiale. Il pouvait enfin en faire ce qu'il voulait. Pourtant, à chaque coin de corridor, il avait l'impression que quelque chose le suivait. Des ombres fuyantes, des murmures dans les ténèbres. Le personnel de maison aussi semblait nerveux. « Monsieur, ces bruits, la nuit, avez-vous entendu ?» osa demander Adèle, la gouvernante, une femme qui travaillait ici depuis l'enfance de Julien. « Des bruits ?» répondit-il sèchement, feignant l'indifférence. « Comme des pas, et parfois, quelqu'un qui pleure. » Julien se redressa, agacé. « C'est ridicule. Il n'y a personne d'autre ici que nous. » Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Puis, les cauchemars commencèrent. Chaque nuit, il voyait son père, debout sous la pluie battante, le regard fixe et accusateur. Son visage était pâle, ses vêtements trempés et déchirés. Il ne parlait pas, mais une étrange sensation d'angoisse s'emparait de Julien à chaque fois qu'il croisait ce regard vide. Bientôt, les rêves envahirent la réalité. Il surprenait parfois une silhouette à la fenêtre du salon, comme si quelqu'un l'observait depuis l'extérieur. Les objets semblaient déplacés sans raison. Une odeur de tabac froid, celle que son père affectionnait, flottait parfois dans l'air. La maison, jadis un refuge, était devenue un piège. Un soir, alors qu'il buvait un verre dans le grand salon, une voix glaciale résonna derrière lui. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Julien se retourna violemment, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il n'y avait personne, mais il savait que son passé refusait de le laisser en paix. Julien n'était plus que l'ombre de lui-même. Les cernes violacées creusaient son visage, et ses nuits étaient de longs supplices marqués par des sursauts et des sueurs froides. Il avait tout essayé pour échapper aux manifestations inexplicables qui hantaient le manoir des Delacroix. Il avait dormi ailleurs, verrouillé les portes, même tenté de rationaliser les événements. Mais rien n'y faisait. La nuit précédente, il avait rêvé de son père à nouveau.
Cette fois, Auguste ne se contentait plus d'observer. Il avançait lentement vers lui, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de reproche. « Julien, il est temps de savoir. » Le matin venu, Julien se leva avec une résolution nouvelle. Il devait comprendre. Le premier endroit où il chercha des réponses fut le village de Saint-Rémy, où son père avait grandi et où les plus vieilles familles gardaient en mémoire les secrets du passé. Il se rendit chez le curé de la paroisse, un vieil homme du nom de Père Lionel. Lorsqu'il prononça le nom d'Auguste Delacroix, le prêtre devint blême. « Votre père, je l'ai vu il y a quelques mois. Il était malade mais il parlait encore. Il disait que la maison cachait quelque chose qu'il devait vous révéler. »« Quoi donc ?» demanda Julien, le souffle court. Le prêtre hésita, puis baissa la voix. Il parlait d'un secret, d'un crime commis dans la maison, bien avant votre naissance. Il m'a dit qu'il devait vous en parler avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson parcourut l'échine de Julien. Un crime. Troublé par cette conversation, il retourna au manoir avec une idée fixe. Fouiller les affaires de son père. Il monta au grenier, là où Auguste gardait ses vieux souvenirs. Parmi les cartons de vieilles photos et de lettres jaunies par le temps, il tomba sur un carnet en cuir noir. Le journal d'Auguste. Les premières pages ne contenaient rien d'inhabituel, seulement des pensées éparses et des anecdotes sur la famille. Mais plus il avançait dans sa lecture, plus les mots devenaient troublants. « Je ne peux plus porter ce secret. Chaque nuit, je l'entends dans les murs. Les cris, le sang. Si seulement Julien savait. » Julien sentit son souffle se bloquer. De quoi parlait son père? Et puis, il trouva la dernière phrase écrite avant que l'écriture ne devienne illisible. « La clé est sous le plancher du bureau, là où tout a commencé. » Julien savait ce qu'il devait faire, mais il ignorait encore qu'en soulevant cette vérité, il réveillerait bien plus qu'un simple souvenir. La nuit était tombée sur le manoir des Delacroix, et pourtant Julien ne ressentait aucune fatigue. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il avançait dans le couloir sombre menant au bureau de son père. Le silence de la demeure semblait pesant, presque oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, conscients de l'acte qu'il s'apprêtait à commettre. Les derniers mots du journal tournaient en boucle dans sa tête. La clé est sous le plancher du bureau, là où tout a commencé. Dès qu'il entra dans la pièce, une étrange sensation l'envahit. C'était comme si l'air y était plus lourd, plus dense. Les ombres dansaient au gré de la lueur vacillante de la lampe qu'il avait posée sur le grand bureau de chêne massif. Il s'agenouilla au centre de la pièce et passa ses doigts sur le parquet. Il n'avait jamais remarqué quoi que ce soit d'anormal, mais maintenant, en observant de plus près, il vit que certaines planches semblaient légèrement plus usées que les autres. Avec précaution, il prit un tisonnier et inséra la pointe entre deux lattes. Un craquement retentit lorsqu'il força le bois à se soulever. Il souleva une première planche, puis une deuxième, jusqu'à ce que l'ouverture soit assez grande pour qu'il puisse voir ce qui se cachait en dessous. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Un coffre en métal, rouillé par le temps. Les mains tremblantes, il le tira hors de son cachot de poussière et de bois. Il était fermé par un cadenas, mais en cherchant sous les planches, il trouva une petite clé, exactement là où son père l'avait indiqué. Avec un déclic sinistre, le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, une série de documents jaunis par le temps, des lettres, des coupures de journaux, et une boîte en velours rouge. Il prit d'abord les coupures de journaux et les parcourut. Disparition non élucidée d'un jeune garçon à Saint-Rémy, 1952. Le corps jamais retrouvé. L'affaire reste un mystère. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Son père était né en 1940. Il avait 12 ans à l'époque. Les lettres étaient écrites d'une main tremblante. Elles parlaient de remords, de cauchemars, d'un fardeau porté trop longtemps. Mais c'est lorsqu'il ouvrit la boîte en velours rouge qu'il comprit l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. À l'intérieur reposait une petite chevalière en or. Et au dos de la chevalière, une inscription. « À mon fils bien-aimé,
Paul, 1940. Julien lâcha la boîte, comme si elle l'avait brûlé. Paul. Ce nom, il ne l'avait jamais entendu dans la bouche de son père. Alors pourquoi ce bijou était-il caché ici? Pourquoi ces lettres et ces coupures de journaux parlaient-elles d'un garçon disparu la même année, où son père était enfant? Un frisson d'horreur le traversa. Son père, avait-il quelque chose à voir avec cette disparition? Et si oui, que tentait-il de lui dire depuis tout ce temps? Le manoir des Delacroix semblait respirer avec difficulté, comme s'il luttait contre la révélation d'un secret trop longtemps enfoui. Julien, assis sur le sol poussiéreux du bureau, le coffre ouvert devant lui, sentait son cœur battre violemment contre sa cage thoracique. Ses doigts tremblaient alors qu'il relisait une des lettres trouvées dans le coffre. « Il ne me quitte pas. Il est toujours là. Je vois ses yeux quand je dors. J'entends sa voix dans les couloirs. Je pensais qu'en cachant la vérité, elle disparaîtrait. Mais elle est gravée dans les murs de cette maison, dans mon sang, dans celui de mon fils. » Les mots de son père vibraient d'une angoisse qu'il ne comprenait que trop bien. L'enfant disparu en 1952. Paul. Son père était-il responsable de ce drame? Il fallait en savoir plus. Julien descendit précipitamment au salon, son portable à la main. Il tapa le nom du garçon disparu suivi de la date et du lieu. Il s'attendait à ne rien trouver. Une affaire aussi vieille devait être enterrée dans les archives les plus profondes. Mais à sa grande surprise, un article d'époque numérisé apparut. Un jeune garçon de 12 ans, Paul Varnier, a été vu pour la dernière fois près du manoir des Delacroix, avant de disparaître sans laisser de traces. La famille Delacroix, interrogée, a nié toute implication. Aucune preuve n'a été trouvée. L'affaire a été classée en 1954, faute d'éléments. Julien sentit un frisson d'effroi. Paul Varnier. Un garçon du même âge que son père à l'époque. Un garçon qui avait disparu après avoir été vu près du manoir. Son père, avait-il tué cet enfant? Ou lui était-il arrivé quelque chose d'encore pire? Cette nuit-là, le sommeil de Julien fut hanté par des rêves plus étranges et plus vivaces que jamais. Il se trouvait dans le manoir, mais ce n'était pas le même qu'il connaissait aujourd'hui. Le mobilier était différent, plus ancien. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres inquiétantes sur les murs. Et devant lui, un enfant se tenait, Paul. Julien le savait sans comprendre pourquoi. L'enfant pleurait. Ses vêtements étaient couverts de terre. Ses mains tremblaient. « Ils m'ont fait du mal », murmura-t-il. « Qui ?» demanda Julien, le souffle court. Paul leva un doigt tremblant vers le haut de l'escalier. Julien suivit son regard et, dans l'obscurité, il vit une silhouette familière. Son père, mais plus jeune, à peine un adolescent. Puis, tout disparut. Julien se réveilla en sursaut, couvert de sueur. C'était impossible. Ce n'était qu'un rêve. Mais une certitude glaçante s'était ancrée en lui. Son père avait toujours su la vérité. Et maintenant, c'était à lui de la découvrir. Il n'avait plus le choix. Il devait retrouver quelqu'un qui pourrait parler. Il se rappela du nom du prêtre qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt, Père Lionel. Ce dernier avait mentionné son père, parlé d'un secret. Peut-être savait-il quelque chose de plus. Julien prit sa voiture et fonça à travers la nuit jusqu'à la petite église de Saint-Rémy. Lorsqu'il arriva, il trouva le prêtre seul, en train de ranger des livres dans la sacristie. « Père, je dois vous parler. C'est à propos de mon père. Et de Paul Varnier. » Le vieil homme se figea, puis referma lentement le livre qu'il tenait. « Vous avez trouvé le coffre, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Julien sentit sa gorge se serrer. « Vous saviez ? Je savais que votre père portait un lourd fardeau, mais j'ignorais si la vérité serait un jour révélée. » Julien posa violemment ses mains sur la table. « Dites-moi ce qu'il s'est passé. » Le prêtre soupira profondément et s'assit. « Votre père n'a jamais tué Paul Varnier, mais il a caché un secret qui aurait pu détruire la famille Delacroix. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quel secret ?» Le prêtre leva un regard lourd de tristesse vers lui. « Ce n'est pas Auguste qui a tué Paul, c'est votre grand-père. »
Julien sentit le sol se dérober sous lui. Son grand-père, il devait connaître toute la vérité. Et il sentait, au plus profond de lui, qu'elle serait encore plus terrible que tout ce qu'il avait imaginé. Julien était sous le choc. Son grand-père. Un meurtrier. Le poids de cette révélation s'abattit sur lui comme un coup de massue. Il avait passé des semaines à croire que son père portait un crime sur la conscience, mais la vérité était encore plus terrible. Auguste Delacroix n'avait pas tué Paul Varnier, mais il avait vécu avec le fardeau d'un secret qui aurait pu détruire la famille. Père Lionel semblait hésiter, comme s'il craignait de réveiller des fantômes en parlant. Mais Julien n'avait plus le choix. Je dois savoir toute la vérité. Le prêtre soupira profondément avant de commencer son récit. C'était en 1952, commença-t-il. Votre père et Paul Varnier étaient inséparables. Ils passaient leur temps à jouer près du manoir, insouciants. Mais votre grand-père, François Delacroix, n'a jamais aimé Paul. Il disait que c'était un gamin sans importance, un fils de paysan qui ne méritait pas de côtoyer un Delacroix. Julien serra les poings. Il n'avait jamais connu son grand-père, mort bien avant sa naissance, mais il en avait toujours entendu parler comme d'un homme dur et froid. Ce jour-là, votre père et Paul jouaient dans le jardin du manoir. Ils couraient, insouciants, jusqu'à ce que Paul entre dans la maison, et ne ressorte jamais. Julien sentit un frisson d'horreur lui parcourir l'échine. Que s'est-il passé? Le prêtre prit une longue inspiration. Votre grand-père l'a surpris dans le bureau. Paul fouillait dans un tiroir. Il a dit qu'il cherchait un stylo pour écrire quelque chose. Mais François a vu rouge. Julien pouvait presque imaginer la scène. Son grand-père, un homme autoritaire, trouvant un garçon de basse extraction en train de fouiller dans ses affaires. Il l'a frappé, trop fort. La tête de Paul a heurté le coin du bureau, et il ne s'est plus relevé. Un silence glaçant s'installa. Il l'a tué, accidentellement, chuchota Julien. Peut-être. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a rien d'accidentel. Julien déglutit avec difficulté. Que voulez-vous dire? Au lieu d'appeler les autorités, votre grand-père a caché le corps. Il ne voulait pas de scandale. Il a ordonné à votre père de garder le silence sous peine de terribles représailles. Auguste n'avait que 12 ans. Il a vécu toute sa vie avec ce poids. Julien sentit son cœur se serrer. Son père savait. Il savait que son propre père avait tué un enfant innocent et l'avait fait disparaître. Le corps cache. Mais où est le corps? Demanda Julien, la voix tremblante. Le prêtre hésita, puis fixa Julien avec gravité. Votre père n'a jamais pu me le dire clairement, mais il m'a confié qu'il était resté dans la maison. Julien sentit son estomac se nouer. Paul Varnier était toujours là. Déterminé à en avoir le cœur net, Julien retourna au manoir. Il savait où chercher. Il se dirigea vers le bureau, là où tout avait commencé. Avec une frénésie presque désespérée, il reprit le tisonnier et souleva les dernières planches du plancher. Il creusa la terre meuble sous les lattes, les mains tremblantes, la respiration saccadée. Puis, il le vit. Un os, puis un autre. Un crâne. Les restes de Paul Varnier, cachés là depuis plus de 70 ans. Julien s'effondra en arrière, le souffle coupé. Son grand-père avait commis un crime, et son père avait passé sa vie à le cacher. Les murmures, les cauchemars, les ombres, tout s'expliquait. La maison n'était pas hantée par un esprit vengeur. Elle portait simplement le poids d'un secret trop lourd à dissimuler. Julien fit ce que son père n'avait jamais pu faire. Il appela la police. L'enquête fut rouverte. Les restes de Paul furent identifiés. Les journaux se saisirent de l'affaire et le nom des Delacroix fut à nouveau sur toutes les lèvres. Mais cette fois, c'était pour lever le voile sur une tragédie cachée depuis trop longtemps. Lorsque tout fut terminé, Julien se tint seul dans le manoir, regardant les murs qui avaient enfermé ce secret. Il murmura à voix basse, « C'est fini, Paul. Tu peux reposer en paix. » Et pour la première fois depuis des semaines. Le silence dans la maison était apaisant. Quelques mois plus tard, Julien décida de vendre le manoir.
ce lieu, chargé d'histoire et de douleur, n'avait plus sa place dans sa vie. Il tourna une dernière fois le regard vers la grande bâtisse, avant de monter dans sa voiture. L'air était plus léger, comme si enfin, après toutes ces années, le manoir des Delacroix pouvait respirer. Et lui aussi. L'histoire de Julien et du manoir des Delacroix nous rappelle une chose essentielle. Les secrets du passé finissent toujours par remonter à la surface, peu importe combien de temps ils ont été enfouis. Ce récit, mêlant mystère, trahison et rédemption, nous montre à quel point la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est parfois le seul chemin vers la paix. Julien a dû affronter l'héritage maudit de sa famille, déconstruire les mensonges et affronter les ombres qui planaient sur son nom. Mais en brisant ce cycle, il a rendu justice à un enfant oublié, libérant ainsi son père du poids du silence. C'est une histoire qui nous pousse à nous interroger. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger notre famille? Et surtout, peut-on vraiment échapper aux fantômes du passé? Un immense merci à vous tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien et votre engagement font vivre ces récits, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ensemble des histoires aussi intenses et captivantes. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à laisser un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits tout aussi intrigants et riches en émotions. Encore merci, et à très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.